Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, Confluent rencontre Noella Mackenzie, une aînée Innu de Maniotenam, près de cette île. Noella est née à Maniotenam en 1951, au tout début de la constitution de la communauté. Elle a été enseignante pendant une trentaine d'années, mais aussi interprète à la Commission de vérité et de réconciliation. Nous la retrouvons aujourd'hui au centre de formation Michapeo, où elle donne un cours de langue Innu. Noella Mackenzie a fréquenté le pensionnat de Maniotenam pendant 10 ans, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à la fermeture de l'établissement en 1970. Pendant une cinquantaine d'années, elle n'a rien dit de ce qu'elle avait vécu au pensionnat. Sa parole et son rire lui avaient été confisqués. Aujourd'hui, elle tient à témoigner pour que les jeunes connaissent le parcours de leurs parents et grands-parents et pour favoriser le rapprochement entre les générations. C'est Noella Mackenzie elle-même qui a souhaité nous rencontrer dans sa classe en présence de jeunes étudiantes et étudiants de l'Innu Aimun. Dans ce témoignage émouvant et plein d'espoir, elle raconte la confiscation de son enfance et son long retour vers la joie et les mots en compagnie d'autres survivants et survivantes des pensionnats autochtones. Bonjour Noella Mackenzie. Quoi. On est ici à la salle Tewegan du centre Michapeo, où vous donnez des cours d'Innu. Oui, je donne des cours d'Innu, mais aujourd'hui, je remplace parce que je suis à la retraite. Mais je travaille pareil à des temps perdus, des moments où je peux. Et avant de prendre votre retraite, vous étiez enseignante? Oui, j'ai fait ça pendant 30 ans. On enregistre devant les étudiants qui peuvent entendre votre témoignage aujourd'hui. Donc, Tuniskimitin, vraiment de prendre ce temps-là puis de nous accueillir dans la salle Tewegan. Oui. Vous êtes née à Maniotenam, Noella? Oui, je suis née en 1951, le début de la création de la réserve de Maniotenam. Ça veut dire que vos parents vivaient en territoire jusque-là? Oui, ils vivaient sur la pointe de Moisy, ici. C'est là qu'ils restaient, parce que quand on a commencé à créer la réserve ici, là, Maniotenam, ils restaient à la pointe de Moisy, la base de Moisy. Bon, c'est là que nos parents venaient pour attendre l'autre saison pour retourner en forêt. Mais la pointe de Moisy est devenue une base militaire. On nous a retirés pour faire une réserve ici, là, un village Maniotenam. Quel souvenir vous gardez de Maniotenam quand vous étiez petite? Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère. La plupart du temps, les premières de chaque famille, c'est ça qui est arrivé autrefois. Je ne sais pas si ça continue encore. C'est votre grand-mère qui a procédé à l'accouchement, c'est ça? Elle était sage-femme, n'est-ce pas? Oui, ma grand-mère, c'était une sage-femme. Elle montait dans le bois avec un groupe de familles qui s'en allaient pour l'année, là, et puis accompagner la femme enceinte pour l'aider à accoucher en forêt. C'était son travail, c'était une sage-femme. Les femmes accouchaient toujours en forêt? Ben, au début, oui. Au début, oui. Mais moi, j'ai accouché dans une maison. C'est ma grand-mère qui m'a fait naître. Votre plus ancien souvenir de Maniotenam, c'est quoi? C'est la maison de ma grand-mère. Mon grand-père, ma grand-mère, je les vois encore dans la maison. Puis la maison est encore là. Ah oui, hein? Oui, la maison est encore là. Puis vous étiez toute seule avec eux? Ou eux avaient d'autres petits-enfants? Il y avait un de mes cousins, qui était avec nous autres. Mais ma grand-mère, mon grand-père, puis je pense que ce que je me souviens, c'est que mes parents étaient encore là parce qu'il n'y avait pas de maison. Parce que il y avait des tentes puis des maisons qui ont été construites par le fédéral, parce qu'on était gérés par les affaires indiennes dans ce temps-là. Puis dans votre souvenir, est-ce que les adultes étaient contents qu'on les installe dans des maisons ou est-ce qu'ils auraient préféré rester dans les tentes et à la moisie? C'était pas facile, hein?
de choisir. C'était de nos ancêtres. Ce sont des gens qui ont été à la chasse pour la subsistance, puis tout ça. Ils le faisaient à chaque année. À chaque année, c'était comme ça. Il fallait qu'ils montent, puis ils reviennent à la Pointe de Moisy. C'est là qu'il y avait des tentes. Est-ce que vous avez des souvenirs en territoire? Oui, j'ai quelques souvenirs en territoire, moi. Pas dans leur temps, eux autres, mais dans le temps où ma mère était encore vivante. Et vous alliez dans Nutchimit? Oui, je suis allée dans Nutchimit, oui. Pour la chasse? Oui. J'étais avec ma mère et mon frère, parce que mon père était décédé. Ça fait qu'il remplaçait mon père, parce que lui a tout reçu, les enseignements de la forêt, de tout ce qu'on peut survivre en forêt. Il connaissait tout ça. Et puis ma mère, quand il montait à chaque automne, il montait avec mon frère. Votre frère a appris... mon père. C'est ça, de votre père. Oui. Il y a eu transmission de ce savoir-là. Oui, la transmission Innu. Est-ce que ça s'est transmis à la génération suivante? Nous, dans la famille, quand on veut savoir, on va le trouver. C'est comme un livre, maintenant, lui. De la forêt, de la chasse, des termes, parce qu'il en a reçu un peu partout, de ma famille, de mon père, puis des gens autour aussi de la communauté. Cette langue-là qui était parlée dans le Nutchimit, la langue de la chasse, de la forêt, est-ce qu'elle se transmet encore aujourd'hui? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, on a une population très jeune. Il y en a qui ne montent pas dans le bois, ou ils montent juste une fin de semaine, ou une semaine, 2 semaines, pas plus. C'est pas comme nos parents, parce qu'ils montaient pour l'année. Ils faisaient la saison de l'automne, le printemps. Puis à l'été, ils venaient pour se reposer ou refaire le plein d'énergie pour remonter à l'automne. Donc vous êtes allé à l'école à Maliotenam, oui, à la petite je suis école. allée vers les années 55, 56, disons, parce que je suis née en 51. Et puis j'ai été élevée par ma grand-mère puis mon grand-père. Je me souviens pas, par exemple. Il y en a qui se souviennent quand les jeunes enfants, on venait les chercher chez eux. Mais moi, ce que je me souviens, j'étais déjà au pensionnat. Je me souviens pas que les policiers sont venus ou des choses comme ça. Moi, je me souviens pas, mais j'étais déjà au pensionnat. Mais le pensionnat, il était ici? Oui, c'est pas loin d'ici. Mais nos parents allaient à la chasse. Ah, c'est ça. Ils étaient La pas chasse dans le pour village. l'année, Ouais. c'était leur mode de vie traditionnel. Donc, vous étiez au pensionnat ici à Maliotenam, Oui. même si vous habitiez à quelques rues du pensionnat, vous Oui. dormiez là, vous étiez avec... Oui, on était là à l'année, nous autres, au pensionnat. Moi, j'ai passé 10 ans, là. Vous êtes entré à quel âge? 6 ans, disons. 6 ans jusqu'en 70. J'avais fait mon secondaire là. Ça fermait en 70, le pensionnat. Mais après 70, ils nous ont placés dans des foyers pour aller au secondaire, pour aller au cégep, pour aller à l'université. On nous a placés quand même dans d'autres foyers, là, À l'extérieur en de ville. Maliotenam. C'est ça, à cette île, dans le fond. Oui, en ville. Et dans des familles Innu aussi? Non, des allotones. Donc, vous êtes resté au pensionnat, mais vous étiez là toute l'année, mais vous reveniez, j'imagine, l'été. Oui, l'été. On C'est revenait ça. l'été. Moi, mes parents, je me souviens, ils nous amenaient en forêt l'été. On était en forêt dans notre territoire. Et comment c'était le passage du pensionnat à la forêt? J'étais contente quand même, être en forêt, puis être avec mes parents. Tu sais, c'est avec nos parents, ça, ils nous ont manqué toute l'année. On avait des nouveaux parents, des curés, des prêtres, puis des sœurs. C'était pas la même chose de recevoir l'amour de tes parents. Bien sûr. Quand vous reveniez l'été, dans votre famille, comment ça se passait ce retour-là? Est-ce que le fait d'avoir passé plusieurs mois à l'extérieur du noyau familial, est-ce qu'il y avait des questions qui se posaient? Nos parents, ils se rendaient compte
qu'on n'avait pas le même comportement, le même langage. On a perdu nos mots, quelques mots, parce qu'on parlait français. Est-ce que ça les attristait, ça? Je pense que oui, parce qu'ils se posaient des questions. Comment ça, nos enfants, ils ne parlent presque plus le même langage que nous. Tu sais? On voulait les rendre comme nous, mais eux, ils n'étaient pas capables de nous ramener à eux, comme on peut dire. Je me souviens de ça, là. Parce que eux, est-ce qu'ils voulaient que vous alliez au pensionnat au début ou est-ce qu'ils étaient contre ça? C'est le gouvernement, quand il est venu, nous instaurer des choses, des programmes, des choses comme ça. Les prêtres aussi, les prêtres, les religieux, qui nous ont apporté des choses pour qu'on devienne, je sais pas moi, une infirmière, un docteur, je sais pas. C'était comme ça. On voulait nous assimiler. Moi, je dis ça. Ils voulaient nous assimiler. Est-ce que vous avez l'impression que quand vos parents ou vos grands-parents vous laissaient partir pour le pensionnat, que ça leur avait été bien expliqué, ce qui allait être transmis comme éducation au pensionnat? Avez-vous l'impression que c'était bien expliqué? Dans ces temps-là où nos grands-parents, nos parents, ils ne parlaient pas. Ils ne disaient rien. Peut-être entre eux autres, mais nous autres, avec nos parents, on ne pouvait pas savoir. Puis en plus, ce qui arrivait au pensionnat, on le cachait, on ne le disait pas. On ne pouvait pas parce qu'ils croyaient tellement à la religion catholique. Tu sais, ils croyaient tellement. C'était comme des personnages, des rois, je ne sais pas comment qu'on peut dire ça, là, des personnes, des hommes parfaits. Vous avez déjà témoigné du fait qu'au pensionnat, il y avait eu de la violence et tout ça. Est-ce qu'entre enfants, vous vous en parliez? Non. Je ne me souviens pas, moi, d'avoir fait ça, mais le soir, moi, pour être plus en sécurité, je n'étais pas capable de coucher seule. Ça me prenait une sécurité. Puis je suis allée coucher avec un autre pensionnaire pour être en sécurité durant la nuit. Ces choses-là, ils arrivaient durant la nuit. Tout se faisait durant la nuit. Le jour, je ne me souviens pas. Le pensionnat où il est, là, sur le site Inonormu, maintenant, puis en face, c'était l'école. Ça s'appelait l'école du jour. Parce qu'il n'y avait pas d'école là, c'était juste le dortoir, la cafétéria. Mais pour aller à l'école, il fallait traverser ce qui est maintenant le centre de santé, là. C'était comme ça dans le temps. Puis c'est vers les années 53, 54. L'église aussi, là, ça a été construit vers les années 53, 54, en même temps que le pensionnat. Votre expérience du pensionnat, est-ce que vous en avez parlé à vos proches dans les années qui ont suivi? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez partagé? Non, on vient juste d'en parler. Ah oui. Parce que moi, j'ai été humiliée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas dire des choses, je ne pouvais pas faire de l'humour. Fait que j'ai resté pendant ces années-là sans parler, sans faire de farce, mais tranquillement, avec le temps. Aujourd'hui, je parle, je dis, et puis je fais des farces. C'est important pour les Inuits, l'humour, hein? Ah oui. Ouais. Quand est-ce que la parole s'est libérée? Est-ce que c'était avec la commission de vérité et de réconciliation? Oui, tranquillement, moi. Pas assez, là, mais tranquillement, quand ça a commencé, c'est le début de la réconciliation et vérité. Parce que vous avez traduit à ce moment-là des prises de parole par d'autres aînés. Oui, ça m'a beaucoup aidée. Puis j'étais toute surprise aussi parce qu'on n'avait pas toutes la même chose qui nous arrivait. Ah oui? Oui. Quand t'entendais quelqu'un être abusé. Puis un autre. J'étais vraiment très, très ébranlée. Mais quand même, j'ai été capable. Puis toutes ces personnes-là que j'ai traduites, il y en a qui sont parties, puis il y en a qui sont encore vivantes. Quel effet ça a eu, cette libération de la parole, sur vous et puis sur la communauté? C'est bénéfique pour moi. Enfin, je vais pouvoir en parler. Regarde, j'en parle aujourd'hui de ce qui m'est arrivé, de ces choses-là.
C'est une libération pour moi. Je peux faire de l'humour, je peux parler, tu sais. Puis les gens me voyaient toujours comme personne qui parle pas, là, qui est tranquille, puis tout ça. Ils me voyaient ça comme ça. Mais aujourd'hui, j'en parle. Vous disiez que pour vos parents, les prêtres, les religieuses étaient parfaits, ils étaient incontestables. Est-ce que quand cette parole-là s'est libérée, est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il aurait valu mieux ne rien dire? Ça valait mieux de le dire parce que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, je suis allée trouver les personnes responsables de ce qui m'arrivait dans ma vie. Oui, hein? Je suis allée vers eux. Tiens, toi là, toi. J'ai commencé comme ça, en me libérant. Mais je ne savais pas qu'il allait avoir une vérité et réconciliation. Mais déjà, je commençais. J'étais tannée d'avoir tout ça, là. Je suis allée les trouver. J'ai dit, toi là, c'est ça ce que j'ai vécu de ça, là, c'est toi. Toi. Les gens qui avaient fait ça, vraiment, oui. les responsables. Oui. Est-ce que ces personnes étaient dans la communauté ou vous avez dû aller les trouver ailleurs? Non, ils étaient dans la communauté. Okay. Et donc, vous avez été rencontrer ces personnes-là? Oui, direct. Dire ce que vous aviez vécu, l'impact que ça avait eu sur vous? Oui, je leur ai dit. Puis ils ont changé de comportement envers moi avec le temps. Et puis, ce qui est arrivé aussi avec le temps, c'est on avait des religieuses, mais les religieuses ne sont plus là. Parce que c'était mieux qu'ils s'en retournent dans leur communauté pour pas qu'il y ait trop de conflits, trop de choses. C'est ça qui est arrivé. Mais les prêtres sont restés? Les prêtres sont restés parce que ces prêtres-là, ils n'étaient plus là. C'était des nouveaux prêtres. Ah oui. Okay. C'était des nouveaux prêtres. Puis les anciens prêtres sont tous décédés. Ceux qui ont fait tout ce que tu voudras, là. Tout ce que sont décédés. Maintenant, il n'y a pas de prêtres dans le pensionnat, parce que les prêtres étaient là. Dans le pensionnat a été détruit, de toute façon. Oui, en 70. Et puis, je me souviens que c'était mon père qui était là, qui veillait la nuit, parce que il déconstruisait. Et puis, il fallait avoir quelqu'un pour surveiller le site, la maison. Ils ont tout donné. Tout ce qu'il y avait, ils ont donné à la communauté, des lits, des choses comme ça, ce qui restait. L'immeuble était neuf, il avait une vingtaine d'années. Oui, quelque chose comme ça, oui. Donc, l'immeuble aurait pu être conservé parce qu'il était relativement neuf, mais on a choisi de le débâtir. Pourquoi? C'était mieux. Oui, c'est ça. C'était mieux de débâtir parce qu'il y avait trop de... La souffrance était là, c'était mieux. Puis dernièrement, je me souviens aussi qu'ils ont fait brûler la maison où il y a eu beaucoup d'abus. La cordonnerie. C'est une maison de cordonnerie. Je me souviens que ma mère était là. On est allé faire le geste. Tous les survivants des pensionnats étaient là. On les a fait brûler où ce qui s'est produit plein de choses. Et ça, c'était guérisseur? Oui, il faut brûler. Est-ce que vous en voulez encore aux prêtres et aux religieuses? Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Avec tout le temps que j'ai passé, que j'ai essayé de comprendre mon parcours de survivante de pensionnat, je me suis dit, c'est pas à moi. Tout d'un coup, comme ça, là, un matin, c'est pas à moi de faire la punition, toutes les choses. Quand j'ai rencontré le Seigneur, parce que j'ai eu une guérison, moi. Et c'est comme ça, j'ai changé ma vision des choses. J'ai dit, c'est pas à moi d'arranger ça. Je peux pas faire la justice. C'est lui, le Dieu d'en haut, qui va faire la justice envers ce qu'il a fait envers mon peuple. Quand vous dites vous avez retrouvé le Seigneur, ça veut dire que vous vous étiez éloigné de la religion puis vous êtes revenu? Oui. Je ne me suis pas éloignée, mais je ne faisais pas attention à ces choses-là. Parce qu'on en recevait tout le temps, tous les jours. Puis tu dis, mon Dieu, on priait, mais est-ce que c'était vraiment ça, la prière? Et que je m'en faisais pas. Mais c'est en cheminant.
j'ai changé ma vision des choses. Aujourd'hui, il y en a encore qui se rebellent, qui changent de... Ils travaillent sur eux-mêmes, ils vont en thérapie, ils vont faire plein de choses pour mieux se guérir. Ils vont aller chercher leur culture. Parce que c'était la culture blanche qu'on recevait. Je ne pouvais pas faire mes mocassins, là. Mais c'est après. J'ai fait mes premiers mocassins avec ma mère. Ah oui, hein? Oui. J'étais fière. Et puis, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Les gens se guérissent, se retrouvent dans leur culture. Ils vont se ressourcer en forêt. Ils vont faire plein de choses pour guérir de ce mal-là. Donc, vos parents ont su ce qui s'était passé au pensionnat. Comment est-ce qu'ils ont reçu cette nouvelle-là quand la parole s'est libérée? Ma mère. Juste ma mère, moi, l'entendant. Oh, si j'avais su, vous seriez pas là au pensionnat. Je vous aurais amené en forêt. Mais elle savait pas y croyait. Nos parents croyaient à la perfection des personnes qui nous gardaient, qui nous enseignaient. C'est tous des gens, je sais pas, parfaits. Et les jeunes à qui vous parlez de votre expérience, parce que vous avez été enseignante longtemps, puis vous l'êtes encore quand vous remplacez, comment est-ce qu'ils reçoivent ça? Pour le moment, c'est la première fois qu'ils entendent. Ah oui? J'en ai jamais parlé. Je t'avais dit, ils m'ont fermé la bouche. Un bâillon. Oui. Ça fait que j'en ai jamais parlé. C'est vers les débuts de la réconciliation que j'ai commencé à en parler. C'était difficile? Oui, au début. Mais au fur et à mesure, on dirait que ça sort bien, ça sort comme ça. Tranquillement, je me sens bien. Parce que vous êtes bien accueillis aussi, peut-être. Oui. Parce que votre parole est bien accueillie. Oui. Comment vous vous sentez en ce moment? Là, vous prenez la parole devant une classe de jeunes. Comment vous vous sentez en ce moment même, au moment de témoigner? Je me sens bien. Je voudrais que ces jeunes-là comprennent de ce qu'on a vécu, pourquoi qu'on était de même, pourquoi qu'on parlait pas. Je me sens bien. Puis, je suis contente qu'ils aient entendu mon message. Notre génération doit transmettre ce qu'on a vécu pour que ces jeunes-là, eux autres, ils n'ont pas de pensionnat, là. Non, bien sûr. Ça fait qu'il faut qu'ils regardent l'avenir, leur vision vers l'avenir. C'est à nous autres, les survivantes, qu'on doit donner un message à ces jeunes-là. Un message de résilience, vous direz? Oui, de résilience, l'amour, le pardon, toutes ces choses-là. Il faut qu'ils attendent parce qu'ils ne savent pas, ne connaissent pas. Et quelle place prend la spiritualité dans votre parcours de guérison? Présentement, elle prend toute la place aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que je m'en vais. Moi, je suis... tu sais, j'essaie d'être bien avec moi-même, d'être bien avec les autres, parce que je serai pas longtemps ici, moi, là. Je me dis, je vieillis, puis je veux vieillir sereinement, être bien avec tout le monde. Donc, c'est la spiritualité chrétienne. Est-ce que aussi la spiritualité traditionnelle, vous en servez? Oui, j'en ai fait. J'en ai suivi au tout début. J'étais là. Et la fréquentation des jeunes, est-ce que ça vous donne de l'espoir? Oui, ça me donne de l'espoir. Fréquenter, parce que les jeunes, aujourd'hui, ils prennent la spiritualité autochtone. Plusieurs vivent dans ça. Je les respecte. Mais moi, d'où je viens, j'ai choisi... j'ai été guérie, c'est pour ça. J'ai eu une guérison, fait que je peux pas m'en défaire. Il est trop proche de mon corps, de mon âme, de mon cœur. Qu'est-ce que vous souhaitez à la communauté de Maliotenam? De reconnaître
de reconnaître nos blessures vécues dans les pensionnats et de comprendre que pourquoi aujourd'hui le monde se va vers la guérison, vers sa propre guérison. Et puis ça va prendre du temps. Il y en a que ça va prendre du temps, mais on marche ensemble pour mieux se guérir. Vous avez beaucoup d'espoir, hein? Oui, ça se voit, vous avez un grand sourire en ce moment. Oui. On est content que vous ayez recommencé à rire et à faire des blagues, ça c'est sûr. C'est sûr. Noëlla Mackenzie, tu n'es comme étonne. Tu n'es comme étonne, Noëlla. C'est vraiment. Kenny, tu n'es comme étonne. Tu n'es comme étonne. Quand tu dois mieux que tu département d'où était. Je vous remercie d'où je viens pour vous parler de mon parcours. Merci. Merci, tu es comme étonne. Quoi, Noëlla? Quoi? Pinamage ni Hadogon. Je voulais te dire, c'est quoi un message que tu donnerais aux jeunes pour pas qu'ils oublient, genre, d'où qu'on vient, là? Le message que je pourrais vous dire, c'est de nous poser des questions. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi vous vivez, puis vous ne savez pas c'est quoi ce qu'on a vécu au pensionnat. Parce que moi, j'en ai jamais parlé, mais tranquillement, j'en parle. Posez des questions. Posez des questions aux ex-pensionnaires pendant qu'ils sont encore en vie. Soyez pas gênés pour que vous puissiez comprendre c'est quoi qui nous est arrivé. Merci. Noëlla, je suis fort contente qu'il est venu. Parce qu'elle aussi, il nous transmet nos valeurs. Il ne faut jamais oublier d'où ce qu'on vient. Chinish Kometen, merci à Noëlla Mackenzie de nous avoir confié son parcours et sa parole pour éclairer les générations actuelles et futures. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.